Imaginez, vous êtes en train de rentrer dans la salle d'examen où vous attend le jury du grand oral. Vous savez que dans quelques secondes, ça va être à vous. Alors pas le choix. Si vous voulez votre bac ou votre mention, vous allez devoir assurer. Et ça, votre corps, il l'a bien compris. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre respiration se fait plus saccadée, vos mains sont moites et le sang afflue dans votre tête. Cette réaction, c'est le stress. Et si tout le monde a déjà pu expérimenter cette désagréable expérience, les mécanismes physiologiques qui sont derrière tout ça restent mystérieux pour la plupart des gens. Mais plus pour longtemps, car grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe dans votre corps lorsqu'une telle situation survient. Et pour commencer, commençons par définir d'une manière un peu plus formelle ce qu'est une réaction de stress. En fait, il s'agit d'une réponse physiologique en réponse à un stimulus, qui est un signal de danger présent dans notre environnement. Signal de danger qu'on qualifiera d'agent stresseur. Et cet agent stresseur, il peut être de différentes natures. Ça peut être un examen, bien sûr, ou ça peut être la présence d'une grosse araignée dans votre champ de vision, ou bien d'un gros chien qui vous aboie dessus. Cette réaction de stress, on la qualifie de stéréotypée, car elle est toujours la même, quel que soit l'agent stresseur. Et c'est une réaction qui est normalement bénéfique pour l'individu. En effet, elle va en principe nous permettre de réagir de façon adéquate et optimale à les situations dangereuses, en améliorant l'efficacité de notre organisme. On considère donc que le stress fait partie de nos capacités d'adaptation. Alors comment cette réponse physiologique se met-elle en place? Quelles sont ses conséquences sur notre corps? Et comment l'organisme est-il capable de revenir ensuite à son état normal? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui au cours de cette vidéo. Alors, c'est parti! Commençons par expliciter un peu ce qu'est une réaction de stress aigu. Il s'agit en effet d'une réponse physiologique qui implique plusieurs étapes et qui a des conséquences sur la manière dont notre corps fonctionne. C'est de tout ça dont je vais parler au cours de cette première partie. Et je vous rappelle que le stress, c'est une réponse qui permet de faire face de manière optimale à un agent stresseur. Ainsi, les conséquences de cette réaction sont censées permettre à l'individu de lutter ou de fuir plus efficacement. Je vous propose donc de passer en revue l'ensemble de ces conséquences, ainsi que leur intérêt dans le cadre de la réaction face à l'agent stresseur. Alors, première conséquence, au niveau de nos yeux, la réaction de stress va entraîner une dilatation des pupilles. Et ça, ça permet de faire entrer davantage de lumière dans l'œil, donc d'augmenter notre acuité visuelle. Deuxième conséquence, on constate une accélération de notre rythme cardiaque. Et ça, ça va permettre d'envoyer davantage de sang dans nos organes, donc davantage de dioxygène et de glucose. Or, je rappelle que ces deux molécules sont utilisées pour notre métabolisme énergétique, dans le cadre de la respiration cellulaire. Du coup, cette réponse physiologique, elle permettra d'anticiper une éventuelle augmentation de la consommation énergétique, en cas de combat ou de fuite. Et cette augmentation du rythme cardiaque, elle est bien sûr couplée à une augmentation du rythme respiratoire, qui permettra de recharger plus efficacement le sang en dioxygène. Ensuite, on peut aussi avoir une horripilation, c'est-à-dire le fait que nos poils se hérissent. Alors chez l'espèce humaine, on est bien d'accord que ça ne sert pas à grand chose, vu que des poils, on en a quand même pas des masses, mais chez les mammifères un peu plus poilus, cette réponse-là, elle leur permet d'emprisonner une couche d'air isolante au contact avec leur peau, et donc de protéger le corps de possibles effets thermiques. Au passage, cette horripilation, elle augmente aussi la sensibilité tactile, ce qui permet de réagir d'une manière plus efficace à un contact éventuel. Et chez certaines espèces, comme le chat ou le hérisson, le redressement des poils permet de conférer à l'individu un aspect plus menaçant face à un agresseur. Autre conséquence du stress, un peu plus cachée cette fois, l'augmentation de la glycémie, donc de la quantité de glucose contenue dans le sang, grâce notamment à un déstockage par le foie. Et ce glucose libéré, il permettra encore une fois une meilleure efficacité énergétique des cellules en cas de lutte ou de fuite. Et enfin, dernière conséquence physiologique, on a une inhibition du système immunitaire, ce qui permet à l'organisme de ne pas être affaibli par des réactions inflammatoires intempestives. Au passage, je rappelle qu'une réaction inflammatoire, c'est une réponse de l'immunité innée qui entraîne des rougeurs, des douleurs et des gonflements, voire de la fièvre. Autant de symptômes qui peuvent gêner l'organisme et donc l'empêcher de réagir de manière optimale face à l'agent stresseur. Voilà donc pour les conséquences de la réaction de stress aigu. Et cette réaction, elle se déroule en 3 étapes distinctes. Premièrement, ça commence par une phase d'alarme.
au cours de laquelle l'agent stresseur est reconnu par l'organisme, ce qui déclenche l'ensemble des conséquences physiologiques qu'on a évoquées juste avant, permettant à l'individu de se préparer à affronter le danger. Et après cette phase d'alarme, on enchaîne avec la phase de résistance, au cours de laquelle les manifestations physiologiques du stress sont maintenues par l'organisme. C'est au cours de cette phase de résistance que l'individu lutte contre l'agent stresseur. Et enfin, la réaction de stress se termine par une phase de résilience, durant laquelle l'individu revient à un état normal. C'est au cours de cette phase de résilience que les différentes conséquences physiologiques du stress disparaissent progressivement. Il nous reste maintenant à comprendre comment ces différentes étapes sont déclenchées. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans notre corps entre le moment où on identifie l'agent stresseur et le moment où l'organisme commence à s'adapter? Eh bien, c'est ce qu'on va voir au cours de cette deuxième partie. Et cette réaction physiologique de stress, elle va tout d'abord être initiée par le cerveau. C'est en effet lui qui va déclencher l'alerte, grâce notamment à deux régions spécifiques. Le cortex préfrontal, qui est la zone du cortex qui se situe à l'avant du lobe frontal, et le système limbique, qui comprend notamment l'amygdale et l'hippocampe. Ce système limbique, c'est lui qui gère les émotions et la mémoire, mais comme on va le voir, il joue aussi un rôle clé dans l'activation du stress aigu. En fait, lorsqu'on prend connaissance de l'agent stresseur, il y a des échanges nerveux qui vont avoir lieu entre le cortex préfrontal et le système limbique. Et ça, ça peut aboutir à l'activation d'une autre structure nerveuse, située cette fois à la base du cerveau, qui est l'hypothalamus. Alors l'hypothalamus, c'est un peu le chef d'orchestre de la réaction de stress. C'est effectivement lui qui va activer le système nerveux sympathique, ce qui va permettre rapidement de finaliser la phase d'alerte. Puis c'est encore lui qui va permettre la phase de résistance, via la stimulation de l'axe hypophyso-cortico-surrénalien. Alors comment ça se passe tout ça? C'est ce que je vais maintenant essayer d'expliquer. Commençons par l'activation du système nerveux sympathique. Alors déjà, la question qui vous brûle les lèvres, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, il s'agit d'un ensemble de neurones autonomes dont les corps cellulaires sont présents dans la moelle épinière et dans des ganglions qui sont situés de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et ces neurones autonomes, ils innervent certains organes comme le cœur, le système ventilatoire ou encore les glandes surrénales, qui sont en fait deux petites glandes endocrines qui sont situées juste au-dessus des reins. Ainsi, lorsque le système sympathique est activé par l'hypothalamus, c'est lui qui va instantanément commander l'augmentation du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire, permettant de rapidement préparer l'organisme à la lutte contre l'agent stresseur. Mais ce n'est pas tout. Le système sympathique il va aussi activer la partie centrale des glandes surrénales. Cette partie centrale, c'est ce qu'on appelle les médullosurrénales. Et une fois activées, ces médullosurrénales, elles vont se mettre à sécréter une hormone, l'adrénaline. Alors je vous rappelle au passage qu'une hormone, c'est une molécule signalisatrice qui est libérée dans le sang et qui permet de modifier le fonctionnement de certains organes cibles. En l'occurrence, l'émission d'adrénaline par les médullosurrénales va permettre encore une fois de contribuer à l'augmentation des fréquences respiratoires et cardiaques. Mais c'est aussi l'adrénaline qui va entraîner l'horripilation et la dilatation pupillaire, que l'on a évoqué dans la première partie. Et enfin, c'est encore l'adrénaline qui va permettre le déstockage de glucose par le foie, permettant ainsi une augmentation de la glycémie. Voilà pour la réponse du système sympathique, qui est une réponse déclenchée principalement par voie nerveuse, donc qui est rapidement mise en place. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans le même temps, on a une deuxième réponse qui se met en place, l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. Ouais, rien que ça. Et cette deuxième réponse, elle est cette fois essentiellement hormonale, donc elle est beaucoup plus lente à se mettre en place. Du coup, c'est elle qui va permettre de maintenir la phase de résistance du stress. En fait, l'hypothalamus, en plus de son action dans le système sympathique, il possède des neurones, dont les extrémités vont jusqu'à une espèce de petite glande qui pendouille juste en dessous, l'hypophyse. Et au niveau de cette hypophyse, les extrémités des neurones hypothalamiques, ils émettent des substances qui fonctionnent comme des hormones, sauf qu'elles sont produites par des neurones, et donc on appelle ça des neurohormones. Et dans le cas d'une réaction de stress aigu, la neurohormone produite, c'est la CRH, comme corticotropine releasing hormone, encore appelée corticolibérine en bon français. Et cette CRH, elle va stimuler les cellules endocrines de l'hypophyse qui vont se mettre à produire une hormone, l'ACTH, encore appelée hormone adrénocorticotrope. Et cet ACTH, il va ensuite agir, essentiellement sur les glandes surrénales.
Attention, cette fois il s'agit des corticosurrénales, qui sont la partie périphérique de ces glandes surrénales. Du coup, une fois que ces corticosurrénales sont activées, elles vont se mettre à sécréter une hormone stéroïde, le cortisol. Ce cortisol, qu'on qualifie aussi souvent d'hormone du stress, c'est véritablement elle qui va permettre de maintenir la phase de résistance du stress aigu. Elle va ainsi permettre de stimuler des processus de néoglucogénèse, c'est-à-dire de création de glucose, ce qui permettra d'augmenter la glycémie. Et c'est aussi elle qui va inhiber le système immunitaire, permettant ainsi de bloquer d'éventuelles réactions inflammatoires. Voilà, et maintenant qu'on connaît tout sur ce fameux axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, je vais récapituler tout ça en complétant mon schéma bilan de tout à l'heure. Alors je rappelle que l'hypothalamus, il produit du CRH, qui va stimuler l'hypophyse, qui va alors se mettre à produire de l'ACTH. Cet ACTH, c'est une hormone qui va stimuler la zone corticale des glandes surrénales, qui vont alors produire du cortisol. Cortisol qui va alors entraîner la création de glucose et qui va aussi inhiber le système immunitaire. Alors comme je l'ai dit au début de la sous-partie, cette émission de cortisol, elle est différée dans le temps par rapport à l'émission d'adrénaline. Bah oui, la production d'adrénaline est directement commandée par le système nerveux, tandis que la production du cortisol, elle résulte de plusieurs interactions hormonales qui sont par essence plus lentes à se mettre en place. Bon, alors c'est bien beau tout ça, mais comment ça s'arrête? Parce que je vous rappelle que la réaction de stress aigu est censée se terminer par une phase de résilience, qui permet en principe le retour à un état normal. Et cette phase de résilience, elle est permise, encore une fois, par le cortisol, la fameuse hormone du stress, que l'on évoquait à l'instant. En fait, en plus d'agir sur le système immunitaire et sur le glucose sanguin, ce cortisol, il va aussi avoir une réaction sur l'hypothalamus. Plus exactement, le cortisol, il va inhiber l'hypothalamus, donc empêcher la libération de CRH ainsi que la stimulation du système nerveux sympathique. Et vu que c'est justement l'hypothalamus qui était responsable de la production du cortisol, on dit alors que le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus. On peut aussi parler de rétroaction négative. À partir de là, de deux choses l'une. Si l'agent stresseur est encore là, et que le système limbique continue d'envoyer des messages d'alerte à l'hypothalamus, alors le rétrocontrôle ne sera pas suffisant pour arrêter la réaction de stress, qui perdurera pendant la phase de résistance. Mais si l'agent stresseur n'est plus là, alors la rétroaction négative permettra de freiner suffisamment l'activité de l'hypothalamus, mettant ainsi un terme à la réaction de stress aigu. On a du coup un retour de l'organisme à son état normal, et ça, c'est ça qu'on appelle la phase de résilience. Voilà, alors pour résumer tout ça, quand on est soumis à un agent stresseur, notre corps réagit pour nous aider à affronter la situation. Nos pupilles se dilatent pour mieux voir, notre cœur bat plus vite pour envoyer plus de sang aux muscles, et notre respiration s'accélère pour apporter plus de dioxygène. Le corps produit aussi plus de glucose pour avoir de l'énergie rapidement, et met en pause le système immunitaire afin d'éviter les réactions intempestives. Cette réaction, c'est le stress aigu, et elle va suivre 3 phases. D'abord, la phase d'alarme, durant laquelle le corps se prépare en déclenchant ses réactions. Ensuite, la phase de résistance, où on fait face à la situation en maintenant ces changements physiologiques. Et enfin, la phase de résilience, où tout revient progressivement à la normale. Le stress aigu est déclenché initialement par le cerveau, via le système limbique, qui active rapidement l'hypothalamus. Celui-ci va ensuite activer 2 réponses distinctes. Une réponse rapide, grâce à la stimulation du système nerveux sympathique, qui aboutira à l'augmentation du rythme respiratoire et cardiaque, ainsi qu'à la production rapide d'adrénaline. Et une réponse plus lente, qui implique l'hypophyse et également les corticosurrénales, et qui débouchera sur l'émission du cortisol. Ce cortisol, il va ensuite exercer un rétrocontrôle sur l'hypothalamus, ce qui permettra au corps de revenir à son état normal. Ça, c'est la résilience. Dans certains cas, cette étape de résilience n'arrive cependant pas à se faire correctement. On peut alors avoir des réactions de stress qui surviennent et se prolongent d'une manière intempestive, ce qui peut poser un tas de problèmes pour l'individu. On parle alors de stress chronique. Et ce stress chronique, vous l'aurez compris, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Alors je vous dis à très bientôt.